Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce nouvel atelier consacré à la génération Z, qui a pour titre « Comment faire avec la nouvelle génération, avec la nouvelle logique des générations Z au travail et dans l'entreprise ». Cet atelier va durer 1 heure. On va partir sur une première partie où on va inviter nos grands témoins à partager avec vous certaines idées concernant notre thématique du jour. Puis on échangera avec vous. Alors, vous êtes invités à envoyer vos questions sur l'application ConnexMe pendant qu'on échange. Et dans 20 minutes, une vingtaine de minutes, on prendra les questions et on aura une bonne demi-heure, je pense, d'échange. Alors, première chose, je vais inviter nos 2 témoins à se présenter. Donc, on a tout d'abord Diogo Barry, qui est du Havre, membre d'une équipe EDC et fondateur d'un CFA, One School, et d'un incubateur appelé Go. Je te donne la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bonjour à tout le monde. Alors, comme il a dit, je suis Diogo Barry, havrais depuis maintenant 10 ans. Donc, je suis arrivé en France, j'ai débarqué directement au Havre. Donc, je suis l'un des rares fidèles encore. Et j'ai fait toutes mes études ici jusqu'au niveau doctoral. Et parallèlement à mes études doctorales, on s'est engagé dans des actions associatives au début. Et puis, le projet s'est un peu agrandi. Et aujourd'hui, nous avons une association qui est le Tiers-Lieu, qui est installée à Cocrieville, pour ceux qui connaissent un peu la ville du Havre, où on accompagne, on aide des jeunes pour tous les jeunes entrepreneurs qui souhaitent avoir de l'aide, de l'appui pour pouvoir matérialiser leurs projets d'entreprise. Et parallèlement à ça, on avait aussi un aspect formation dans la même asso, qui est devenue, elle, une entreprise qui est en CFA depuis maintenant 1 an et demi. On fait des formations dans l'informatique, précisément en cybersécurité, développement web et mobile et le e-commerce. Voilà, donc j'ai soutenu aussi ma thèse de doctorat il y a 3-4 mois, à peu près. Et puis là, on a aussi, c'est important, à Conakry, c'est important, je suis désolé, on n'est pas à Conakry, mais on a lancé aussi des actions à Conakry, une formation dans le développement web, et là, on est parti pour plusieurs autres formations aussi. Donc là, aujourd'hui, on est au Havre, à Caen et à Conakry. Voilà. Merci, Diogo. Notre deuxième témoin, Justine Delahaye, coordinatrice du collectif Les Paumés pour Make Sense. Est-ce que tu peux nous en dire plus et te présenter évoquer ton parcours également? Oui, bonjour. J'aime bien me présenter d'une autre manière, notamment quand on me demande ce que je fais dans la vie, dans des soirées informelles ou dans des occasions de réseau, dans le cadre du travail, parce que c'est une question qui me met très 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 mal à l'aise, puisque je mets très longtemps à répondre à cette question. Et donc je suis slasheuse. Est-ce que, alors je vous vois très peu, mais je vais deviner, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent ce terme? Levez très haut la main. Hein, quelques-uns. Alors j'imagine que vous connaissez toutes et tous la touche slash sur le clavier de l'ordinateur. Et donc le fait d'être slasher, slasheuse aujourd'hui, et là je vais parler du slashing choisi, c'est-à-dire je choisis d'avoir plusieurs activités en même temps. Ce n'est pas un slashing subi, contrairement à certaines personnes, ça peut être aussi le cas. Et donc, le slashing choisi, c'est le fait d'avoir plusieurs métiers qui peuvent être assez connexes ou complètement différents les uns des autres. Je pourrais être fleuriste, slash dresseur de dragons, slash boulangère, slash plein de choses. Et donc aujourd'hui, je ne suis malheureusement pas dresseuse de dragons, j'aimerais bien. Mais donc je suis, alors je vais peut-être parler de l'objet qui est ici, co-autrice de ce livre qui s'appelle Va te faire vivre, que vous avez peut-être pu apercevoir à l'entrée, qui est un livre qui a été écrit par moi et 2 autres personnes à Nantes. On est toutes les trois nantaises. Où on parle de comment construire un monde individuellement épanouissant et collectivement viable quand on est typiquement dans la génération YZ. Je suis aussi babysitter d'une petite Alice, 5 ans et demi, mentor en réinsertion professionnelle, professeur de culture générale, de français, enseignante en savoir-être et savoir-devenir sur toutes les postures soft skills, savoir communiquer, savoir travailler en groupe, etc. Je sais que j'en ai d'autres, mais j'en oublie. Coordonnatrice de la communauté des paumés de Nantes, donc qui rassemble 21 000 personnes en France et 2700 à Nantes, qui se posent beaucoup de questions sur la quête de sens et notamment est-ce que j'ai envie de travailler en entreprise.
Voilà. Je sais que j'en oublie forcément, mais on a. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Et je dors aussi. Alors, on va commencer avec une question simple. Quand on a discuté de l'atelier au démarrage, finalement, on avait quelques interrogations sur cette génération Z. En quoi ça consiste? Est-ce que ça existe vraiment? C'est quoi la différence avec les Y? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait essentiellement des Y, et d'un seul coup, les Z ont émergé. Et du coup, la première question que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est quoi la génération Z? C'est quoi la différence avec peut-être les générations qui sont dans la salle ici? Peut-être, je ne vois pas tout le monde, mais il y a pas mal de X, je pense, quelques Y. Et donc, comment vous percevez la différence entre vous et ces personnes qui sont dans la salle? Et ça, ce serait la première question. Et la deuxième question, je voudrais qu'on se pose d'une certaine façon la même, mais en faisant le focus sur le monde du travail. Okay. C'est-à-dire, quelle différence dans vos attentes, dans votre, la place du travail dans votre vie, et voilà. Qui veut commencer? Il y a 3 minutes et après je ramasse les copies. Il m'a lancé dans l'arène, Diogo. Alors, j'hésite, parce que j'ai pris une petite citation que je voulais lire ce matin, que j'ai entendue sur France Inter jeudi matin. Je pense que je vais commencer par la citation et après répondre à ta question. J'aime bien désobéir, ça c'est peut-être très génération YZ. Ah oui, pour information, c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Sur mon cursus, j'ai 30 ans, bientôt 31, donc je suis typiquement fin génération Y, presque génération Z. Et je vais vous citer les paroles de quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui est un des grands vulgarisateurs de la résilience, qui s'appelle Boris Cyrulnik. J'imagine que vous en avez sûrement entendu parler. Et donc, il était invité sur France Inter au 7-9 jeudi matin, et il a dit cette phrase qui a énormément résonné en moi. Il dit « On ne peut pas ne pas prendre un virage. Dans les années qui viennent, on ne peut pas ne pas repenser, ne pas tout repenser. Repenser la petite enfance, repenser l'école, repenser l'université, l'adolescence, les couples qui étaient déjà en train d'être repensés, la fonction de l'art, de la culture. Comment va-t-on vivre? Au sprint, comme l'est cette culture de la personnalité, où l'on chante les louanges des vainqueurs, ou au contraire, va-t-on mettre en place une manière plus paisible de vivre? Tout va être à repenser. Et pour moi, la génération Z, elle est dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Peut-être plus par obligation que par choix, puisqu'on est dans un monde qui est très très complexe, volatile, incertain, ambigu. Et la génération Z, qui est techniquement née entre 2000 et aujourd'hui, c'est une génération qui est née avec Internet, qui ne sait pas comment remonter une cassette avec un petit crayon à bois pour la remettre en arrière, voilà. Qui n'a pas connu le franc. Qui est né avec les attentats de 2001, qui a connu aussi pas mal de vagues d'attentats, qui est né avec le terme réchauffement climatique et qui a grandi avec, et c'est un lieu commun, peut-être presque aujourd'hui. Voilà, c'est une génération aussi qui est hyper connectée. Et dans Va te faire vivre, et je vais m'arrêter là après, on parle à la fois une génération zapping, puisqu'on change d'un sujet, on va d'un sujet à l'autre très très vite. Génération comparaison, parce qu'on se regarde tous par la fenêtre de notre portable. Glocal, on a une vue sur le monde global, mais aujourd'hui on va agir sur le local. Et engagé, et aussi informé et désinformé, avec toutes les informations qui passent et autres fake news. Donc c'est un peu... je dirais que c'est une salade niçoise en conclusion. D'accord, merci. Avant de revenir au travail, à la question du travail, du coup... Tu nous livres ta version des choses? Moi, je pense que je vais aussi compléter un peu ce qu'a dit ma collègue. Alors, je crois que pour moi, je ne veux pas vraiment revenir dans une définition classique, pédagogique, universitaire. Et je crois que le marqueur principal, enfin, je pense en tout cas, c'est qui peut caractériser l'ensemble de cette génération-là. Je pense que c'est la numérisation. Je pense que c'est vraiment... l'apparition d'Internet grand public, parce qu'Internet existait avant, mais l'apparition d'Internet grand public avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée de tout un ensemble d'outils qui a fait qu'il y a une forme d'instantanéité qui s'est installée. On parle même d'une nouvelle culture, d'un nouvel humanisme, qu'on appelle l'humanisme numérique, qui fait que
Les comportements sont complètement bouleversés, les usages sont bouleversés et l'information circule plus rapidement. Je pense que même, alors c'est pas vérifié scientifiquement, mais je crois que le fait qu'il y ait eu cette possibilité, qu'il y ait l'information qui circule plus rapidement et que tout le monde est quasiment connecté, fait que même le sujet environnementaux qui émergent aujourd'hui fait que voilà, tout le monde est informé en même temps. Ce qui fait que voilà, les gens sont habitués à travailler en communauté, travailler en réseau, avec une sensation de liberté qu'on n'a pas forcément d'ailleurs. Et moi, j'ai eu à rencontrer plein de jeunes qui sont venus chez nous en tant que stagiaires ou alternants ou même salariés, mais aussi on envoie beaucoup de jeunes en entreprise. Et on voit bien que il y a au-delà même du travail, il y a quand même une sorte de quête de sens derrière. On veut quand même maîtriser un peu notre planning de tous les jours. Et d'ailleurs avec la situation sanitaire, avant, en faisant des plannings avant, au niveau de l'école, on pensait quasiment pas aux formations, à des séances à distance, quoi. C'était normal, c'était des séances en présentiel. Maintenant, quand on fait des plannings, si on ne met pas de distanciel, les gens se posent des questions parce qu'ils ont eu le temps de développer des habitudes. Moi, je pense que ça a donné une nouvelle façon de voir le monde, un nouveau rapport avec les parents, avec l'autorité, avec même l'entreprise, qui, à mon avis, il faut se mettre vraiment dans cette disposition-là pour essayer de comprendre comment traiter chaque cas. Parce que finalement, on en arrive à un niveau, c'est au cas par cas. Je pense qu'il y a une tendance globale, mais chaque situation, chaque territoire, parce que la situation africaine que je connais aussi un peu, ici on parle de génération Z, on parle du numérique, etc. Mais les accès, la littératie numérique n'est pas la même chose qu'en Afrique ici, étant donné que, et pourtant ils sont tous nés pendant la même période. Donc je pense qu'il y a quand même un contexte géographique, un contexte technologique, un contexte économique, bien évidemment, qui a fait en sorte que les gens ont développé des habitudes qu'il va falloir prendre en compte pour pouvoir les intégrer dans les organisations. Alors juste avant de revenir à la question du travail, tu as parlé d'humanisme numérique. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors l'humanisme numérique, alors il y a, je me rappelle plus de l'auteur, je crois que c'est Paul Ricoeur qui a essayé d'analyser un peu l'évolution de l'humanité en gros. Donc il a défini, si j'ai bonne mémoire, 3 humanités. Il y a l'humanisme, je sais plus comment ils appellent ça. En tout cas, c'est l'humanisme, la culture, la connaissance liée à la préhistoire. Et après, il y a l'humanisme numérique, qui est le... Je ne me rappelle plus des autres, mais l'idée, c'est de dire qu'avec le numérique aujourd'hui, il y a de nouvelles habitudes à faire, il y a de nouvelles connaissances, il y a de nouvelles compétences, de nouvelles façons de faire qui sont liées en majorité à la numérisation de la société aujourd'hui. Parce que l'information circule rapidement, tout le monde est connecté, on est tous sur Internet. Et ce qui se passe en Ukraine, on est quasiment parfois informé même avant ceux qui sont en Ukraine. Moi, je me rappelle, il y a des choses, il y a quelques temps, dans mon pays, il y avait des problèmes politiques. Et parfois, moi, je voyais des choses. Ici, les gens qui sont sur place, ils ne sont pas au courant. Parce que soit ils n'ont pas Internet, soit ils ne sont pas sur place. Donc, il y a cette façon de faire, cette vulgarisation à outrance, je pense, de l'information liée à la technologie, c'est ce qu'ils appellent l'humanisme numérique. D'accord, merci. Alors, le travail maintenant, et le monde de l'entreprise. Alors, le travail, c'est un gros mot, c'est un mot valise. Quand on regarde déjà dans l'étymologie même, ça peut autant vouloir dire que ça peut faire référence à tripalium, l'instrument de torture. Donc, un moyen de se torturer, d'être torturé. Et c'est aussi, en même temps, une autre définition du travail, ça peut être aussi un moyen de s'émanciper, d'apprendre, de s'augmenter en connaissances ou de prendre sa place dans le monde. Donc c'est déjà un mot qui veut tout et rien dire. Moi aujourd'hui, j'aime bien parler d'activité, puisque je trouve que dans l'imaginaire, en tout cas moi en tant que Française, le travail c'est beaucoup connoté au fait d'avoir un emploi. Et moi j'aimerais bien même à terme qu'on revienne à l'ouvrage ou à l'œuvre, qui sont un peu d'anciennes manières de parler de la manière dont on travaillait avant.
Et aujourd'hui, on parle aussi, il y a des nouveaux termes qui sont arrivés dans le vocabulaire, qui sont les bullshit jobs et les jobs à la con, si on le traduit comme ça. Et donc, la question, c'est est-ce que le travail peut être aujourd'hui un moyen d'épanouissement? Est-ce que ça peut être notre raison d'être? Est-ce que le sens se trouve dans le travail? Et ça, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, en tout cas avec la génération Z et avec les paumés. Après, je ne sais pas si ça répond. La question du sens et de la raison d'être. Oui. Bah, j'écoutais ce matin une conférence d'un neuropsychiatre et pédopsychiatre à Lyon, qui est professeur aussi au CHU Lyon, qui s'appelle Olivier Revol, qui est très très intéressant. Je donnerai les références après, je ne sais pas comment elles pourront être partagées, mais je vous invite à aller découvrir son travail. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que la génération Y, donc qui est plus la mienne, moi qui suis née en 91, c'est la génération du why. Pourquoi je le fais? C'est quoi le sens de tout ça? Est-ce que je suis utile dans ce que je fais? Et la génération Z, c'est la génération why not? Ok, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je le ferais? Pourquoi est-ce que je le ferais pas? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Peut-être un côté un peu plus détendu par rapport au travail. Et le travail, c'est décentré de nos vies, en tout cas de ma vie, en tant que voilà, de trentenaire. Pour autant, je travaille un peu tout le temps. J'ai pas trop. Et aussi, j'ai plus trop, moi en tout cas dans ma vie, je le vois aussi de plus en plus autour de moi. Il y a une grande porosité entre ma vie privée, ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Pour moi, les deux sont très très imbriqués aujourd'hui. Et pour moi, ce n'est plus seulement l'apanage de l'entreprise. Voilà. Et par rapport à vos aînés, du coup, est-ce que vous repérez une différence en termes de conception du travail, de place qu'il a dans votre vie? Oui. Par rapport aux gens plus âgés, vos parents même? Oui, complètement. Dans ma famille, il n'y a pas trop de chômage, de gens qui sont au chômage ou qui ont dévié de leur parcours. On est plutôt dans les métiers du care, dans les métiers du soin. Mon beau-père est marin pêcheur, ma mère est sage-femme, donc on est plutôt dans des métiers voilà, où il y a aussi un certain sens, mais aussi dans une certaine notion d'effort, notamment physique, et de difficultés physiques. Et ce que je vois, c'est que c'est la génération de mes parents. Et encore, quand ma grand-mère me demandait ce que je faisais dans la vie, elle était rassurée. Elle disait que tout allait bien dans ma vie si j'avais un travail. Donc bon, ça c'est les grands-parents, ceux qui ont connu la guerre. Et après, ma mère aussi est rassurée quand j'ai un travail, mais elle veut que je m'épanouisse. Et aujourd'hui, il y a un côté, une certaine incompréhension dans le fait que moi, j'ai choisi à un moment de ne pas travailler, de faire du bénévolat. Une certaine incompréhension de faire ces choix-là, mais en même temps je dirais une curiosité peut-être. Enfin, je sais pas quel est le lien, je sais pas encore exactement. J'aimerais bien discuter avec plus de gens de la génération de ma mère qui est née en 63 pour savoir. Ouais. Posez vos questions. Hein. Posez vos questions, c'est le moment. Ouais. Ok. Vas-y. Jogo. Et je vais. T'enchaînes les deux questions du coup. Ta vision du travail et la différence avec les plus aînés. Avec les aînés. La différence, je pense que c'est eux qui pourront nous dire. Alors, juste pour revenir sur la question de travail. Alors, pour ceux qui cherchent, j'ai retrouvé l'information. Il s'appelle Milad Duhei. C'est un écrivain très très bien connu. Et ce livre s'appelle L'image numérique. En gros, il dit aborder le numérique comme un lieu de sociabilité qu'il est devenu, éviter de réduire à sa composante technique. Telles sont les préoccupations majeures de ce qu'on appelle l'humanisme numérique. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Et par rapport à la question de travail, moi je pense que on dit que voilà, ils sont la génération Z, tête ailleurs, n'aime pas l'autorité, paresseux, etc. Et c'est qui peut être vrai dans la plupart du temps. Mais moi, j'aimerais mettre en évidence un peu, on en a parlé ce matin, l'accompagnement professionnel. Parce que ce matin, on a eu un échange pareil. Et je pense que ce qui ressort, c'est que la plupart des personnes ou des jeunes, ou moins jeunes, qu'on qualifie de génération, qui sont en tout cas dans cette tranche d'âge-là, et si on arrive à bien les intégrer, prendre en compte leurs préoccupations, la façon dont ils voient le monde, et on les accompagne avec des processus, c'est ce qu'on essaie de faire souvent. Et souvent, la plupart du temps, en tout cas, il y a eu des témoignages selon lesquels les jeunes, ils arrivent quand même à rester. Mais moi, je pense qu'il y a une certaine façon de faire, notamment au niveau des relations avec nos responsables, peut-être donner plus de liberté.
Voilà, bien sûr, une liberté dans un contexte bien défini. Parce qu'il y a eu aussi des exemples des jeunes à qui on a donné la liberté. Finalement, ils se sont plaints parce que voilà, il y a personne qui ne les accompagne. Ils se sentent un peu abandonnés. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je pense que c'est au cas par cas. Et c'est de voir un peu tenir compte de l'environnement global et puis essayer d'aller vers la personne, essayer d'échanger, discuter, trouver des solutions ensemble au lieu de donner souvent des ordres parce que finalement, quand l'ordre n'est pas compris, la personne ne le fait pas et après cette tension dans l'équipe. Mais surtout, c'est surtout prédisable, c'est surtout avec des impacts plus négatifs sur le jeune souvent que sur l'entreprise. Parce que nous, on a eu des échecs en alternance, le jeune y revient, il est complètement déboussolé, complètement désorienté. Il pense qu'il ne vaut absolument rien parce que tout simplement une personne ou dans une équipe, ça s'est pas bien passé. Ok. Est-ce que il est là? Poser la question à Justine et à Diogo. Micro. Allô. Je vais regrouper 3 questions en une, qui est celle de Guillaume, qui revient souvent, Bénédicte, et c'est la suivante. La génération Z est-elle une génération d'enfants gâtés qui a eu tout ce qu'elle voulait sans attendre? Quel enjeu pour lui donner le sens de l'effort, qu'elle s'épanouisse dans son travail et comment faire pour les fidéliser? La question de comment accueillir, intégrer des jeunes dans l'entreprise, comment les fidéliser et les engager, c'est une question qui revient souvent, dans une mesure où on a l'impression qu'ils ont un rapport à la hiérarchie qui est différent. Et qu'ils ont aussi des attentes qui peuvent être contradictoires entre la numérisation à outrance et une volonté de sauver la planète. Je vais répondre à un bout de la question et après je vais voir si je me souviens de la suite. Moi, la première chose que j'aimerais dire, c'est effectivement, je suis une génération assez gâtée, même d'un point de vue pouvoir d'achat, situation familiale, sociale plus stable. La question que j'aime bien poser, c'est gâté par qui? En l'occurrence, c'est par ses parents et probablement aussi par vous. Donc ça, c'est un peu la première chose. Donc c'est aussi de voir comment, c'est faire le lien entre comment finalement les enfants que la plupart d'entre vous avez pu éduquer, comment ça fait une génération qui, dans le cocon familial et même dans le cocon de l'école, était hyper sécurisée, validée. Encore une fois, je vais refaire référence à Olivier Revol qui disait que quand on est... Enfin, moi, je suis de la génération de quand on se rate et qu'on fait une performance, je sais pas, au judo, alors qu'on a 10 ans et qu'on se foire lamentablement, on va quand même avoir le diplôme du plus beau sourire ou de la meilleure bonne volonté. On est une génération peut-être qui est moins habituée à l'échec. Et moi, ce que je vois aussi dans les classes où j'enseigne, donc j'ai beaucoup de jeunes donc de 18 à 23, 24 ans, c'est beaucoup de jeunes qui sont déçus, beaucoup, qui sont déçus de l'école. Moi-même, je l'étais, déçue de l'école. J'ai fait une école de commerce, je me suis endettée pour ça, parce que quelque part, je pense que je voulais prendre l'ascenseur social, trouver un job facilement et réussir, quoi que ça veuille dire. Et en fait, je sors de l'école, je ne me connais pas, je ne suis incapable de dire dans quoi je suis bonne, je n'ai aucun savoir-faire concret. Bon, après, ça, c'est un peu l'apanage de l'école de commerce aussi. Quelque part, du coup, j'arrive sur le marché du travail avec énormément d'attentes. Et c'est ce que je vois aussi chez les jeunes aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de lien entre la sphère parentale et scolaire et la sphère professionnelle. Donc déjà, si on met un peu de contexte juste sur qui sont les acteurs de tout ce gloubi-boulga, j'ai presque fini, c'est que vous arrivez avec des jeunes qui ont des attentes que vous ne pourrez probablement pas recevoir et satisfaire. Donc pour ça, les choses sont comme ça et effectivement, ça crée une véritable difficulté. La deuxième chose, c'est que vous vous retrouvez avec des personnes qui sont nées avec justement ce réchauffement climatique. Là, je vais vous passer le Covid, l'Ukraine, tout ça. C'est assez anxiogène. En tout cas, je peux déjà parler en mon nom et aussi au nom de mon entourage. C'est très anxiogène. Moi, c'est un monde dans lequel j'ai du mal à me projeter.
Et ce que je vois aussi, et ce que j'affirme dans Va te faire vivre, et que je dis, c'est que là, il n'existe plus est-ce qu'il y en a déjà une, de frontières entre l'environnement, la nature, l'entreprise, l'école. Enfin, il n'y a pas de frontières réelles. Donc, on est juste plein d'acteurs sur un territoire, essayant de vivre et de se côtoyer et de faire prospérer la vie, je dirais. Enfin, en tout cas, je préfère faire prospérer la vie que le chiffre d'affaires et le PIB. Et fonctionner sans prendre ça en compte, sans en réfléchissant que à ce qu'on fait, pas à ce que l'on fait, l'impact de ce que l'on fait, c'est aussi fonctionner avec des œillères et aller droit dans le mur. Donc moi, après, par une génération paresseuse ou peut-être utopiste, c'est chose que j'entends souvent, utopiste qui veut dire lieu qui n'existe pas encore, pas lieu qui ne peut pas exister, soit dit en passant. Pour moi, je la vois plutôt comme une génération éclairée. Et moi, le message que je dis à beaucoup aussi plutôt à mes parents, c'est qu'en fait, ils vont devoir changer. Il va falloir changer de posture. Il va falloir accepter de perdre aussi du pouvoir. Et ça va pas être agréable. Et ça, c'est la première chose un peu à se mettre en tête. C'est que l'espèce de moucheron ou de mouche de génération Z qui nous reste dans les yeux comme ça en disant mais ça va passer ou comment je fais, ça va pas passer, il va falloir faire avec, il va falloir faire ensemble. Voilà, c'était la première chose, mais je sais plus le reste de la question. Engolen ? Oui, alors pour préciser la question, il y a une notion qui apparaît très souvent, c'est celle d'engagement. Comment les décideurs, les RH, les entrepreneurs peuvent favoriser l'engagement de ces jeunes, les fidéliser, sachant qu'ils sont dans une génération zapping et qu'il y a une très grande volatilité de leurs envies. On peut peut-être commencer par Diogo et tu réponds ensuite. Alors, comment favoriser l'engagement ? C'est une grosse question. Je pense que ça dépend... Juste peut-être une précision. Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu sur cette question que j'entends souvent d'ailleurs, elle est discutée parfois dans notre groupe EDC. Est-ce que quand elle est formulée par un dirigeant d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années, pour qui la question de l'engagement n'a jamais posé question, et quand on la pose là, est-ce que vous la recevez dans le même sens qu'elle peut être formulée par les autres personnes ? Ce que ça veut dire. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment attendre de la jeune génération un engagement sans faille, qui ne se discute pas, qui revenir à la période d'antan ou à la période... Alors la réponse est non, du coup, c'est bon, on peut passer. Moi, je crois que ça dépend vraiment de l'objet social de l'entreprise, je pense. Je pense qu'on peut avoir des gens qui sont engagés à 100% avec une asso qui militent pour l'environnement ou... on peut avoir des engagements fermes avec des personnes avec qui vous partagez finalement la même vision. Je pense que l'enjeu principal, c'est de réussir à démontrer par des éléments de preuve, parfois des paroles en tout cas, pour montrer que voilà, tu n'es pas là uniquement que pour m'enrichir, quoi. Tu n'es pas là uniquement que pour ramener de l'argent. Tu es là aussi parce que voilà, soit on peut valoriser, si on a un objet social identifié avec des labels, on peut le valoriser par ça, ou bien tout simplement on peut aussi valoriser par ce que l'entreprise apporte à la personne, la communauté en interne. Donc c'est toute une organisation qui, je pense qu'il faut penser, et surtout, je répète toujours ça, donner la liberté dans un cadre bien défini. Alors pour moi... Je vais peut-être repréciser ma question. Oui. François Dupuis, qui est un sociologue des organisations qui en fait des enquêtes depuis une cinquantaine d'années, quand il aborde cette question de l'engagement, pour illustrer le point, il évoque une enquête qui a été menée chez Saint-Gobain à Pont-à-Mousson dans les années 70, à la fin des années 70, et il explique qu'il posait une question aux cadres, il leur demandait « Est-ce que pour vous, l'engagement envers votre entreprise est plus important que votre famille, que vos loisirs, que vos amis, etc. etc. » C'est-à-dire, il explique que 75% des cadres à l'époque répondaient que l'entreprise était plus importante que leur famille, etc. etc. Et est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui revenir à un tel niveau d'engagement ? On pourrait discuter, est-ce que c'est souhaitable ou pas, hein, mais est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je ne veux pas vraiment me mettre
mettre des mots dessus. Mais à mon avis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que je crois que c'est plus la même époque, je pense quand même. Il y a beaucoup de changements. Il y a un progrès entre guillemets. Voilà, maintenant chacun, en fonction des positions politiques de chacun, est-ce que c'est bon ou mauvais, ça à chacun de juger. Mais je pense que c'est plus le même contexte. Et moi, j'aurais du mal même à poser cette question-là à mes collaborateurs, quoi. C'est ce qu'il dit. Il dit si on posait cette question-là dans les enquêtes qu'on mène aujourd'hui, les gens ne comprendraient même pas, ils nous regarderaient effarés de quoi ils nous parlent, quoi. Mais oui, bon, là on parle de la France, mais peut-être dans des pays comme le Japon ou dans d'autres pays où on voit quand même que malgré la numérisation, il y a quand même un attachement fort des salariés à leur entreprise. Peut-être c'est un contexte culturel, géographique qui fait vraiment la différence. Moi, je voudrais questionner le mot engagement. Savoir déjà aussi, tu parlais aussi de zapping, tu veux dire quelque chose? Oui, le mot engagement, il y a des précisions. Beaucoup de gens l'entendent par le sens du travail. Et aussi comment on peut se projeter sans engagement. Et qu'est-ce qu'un adulte responsable? Comment une génération Z envisage être un adulte responsable? Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de questions. D'incompréhension, en fait, dans le public, beaucoup se posent la question, on a l'impression que les jeunes n'écoutent pas les aînés, qui ne tiennent pas du tout compte de l'expérience des autres. On a du mal à comprendre vraiment leurs attentes, ou peut-être des attentes qui sont pas justifiées. Et peut-être, il y a un sentiment qu'ils ne se connaissent pas aussi réellement dans leur force. Donc ça part, tous les sens. Ça part en live, ok. On peut régler ça au bras de fer. Juste une petite précision. Alors, je pense que c'est au niveau du mot engagement où il va falloir dire dans quel sens on le comprend. Mais si je comprends ce que tu dis, le message que tu lis, alors je pense que ce qui est plus parlant, c'est l'exemple. Moi, je ne veux pas dire exactement la structure, mais l'une des raisons que nous a vraiment poussé, convaincu qu'il fallait quitter l'université, parce que c'était ça. Parce que quand moi je suis arrivé en France, c'était pour faire un master, doctorat, faire enseignement, maître de conférences, tout le processus, être professeur d'université. C'était ça vraiment mon objectif au début, c'était vraiment ça. Mais l'une des raisons qui nous a poussé à quitter le laboratoire, entre guillemets, à se mettre à notre compte, créer autre chose c'est parce qu'il y avait aussi des limitations, il y avait aussi des façons de penser parfois qui n'est pas forcément, en tout cas, adaptées à l'époque. Nous, on trouvait ça vraiment très très gauche. Et on s'est dit, nous, on va aller créer un centre de formation dans lequel on a envie de mettre en place les pratiques pédagogiques qu'on veut, comment on accompagne les gens, comment on aimerait le faire, sans forcément passer tous les jours 4 heures à l'amphi avec 500 personnes. D'ailleurs, 500 personnes, tu ne le connais pas. C'est quand tu rencontres en ville, « Ah, monsieur, ça va, je m'appelle, je suis dans votre classe. » Donc, en fait, je pense qu'il y avait des choses comme ça que nous, en tout cas, nous a poussé à se dire, écoute, avec ces gens-là, on ne peut jamais travailler ensemble. Soit, si on travaille ensemble, c'est qu'il faut rester dans le moule. Voilà. Tu fais comme on te dit de le faire, tu la fermes. Sinon, tu quittes. Donc, nous, on est obligé de quitter. Alors, je ne sais pas maintenant comment on peut interpréter ça, mais je pense qu'à un moment donné, il y a quand même une sorte de confrontation. Je pense que c'est aux aînés plutôt, à mon avis, de prendre un peu la distance pour essayer de comprendre et aider aussi, parce que quoi qu'on dise, je pense que les jeunes ont toujours besoin des aînés. Moi aussi, je veux des applaudissements. Alors, C'est timide. Alors, je vais compléter et après je te redonne la parole, Go. Je vais reprendre Olivier Revol parce que vraiment ça m'a marqué ces échanges. Je vais dire un mot, j'ai jamais entendu cette expression. Il parle de la génération YZ, il dit qu'il y a une modification des donneurs de valeur. En fait,
la génération des baby boomers et la génération X, donc peut-être la majorité d'entre vous, malheureusement, je n'ai pas d'assez bons yeux pour faire un profilage générationnel. Ceux qui donnaient les valeurs, c'était les patrons, c'était les professeurs, c'était l'armée, c'était la religion. Donc il y avait une notion de respect de la hiérarchie. Et ce qu'il dit aussi, c'est que la génération des baby-boomers, c'est plutôt la génération du devoir. La génération X, c'est plutôt la génération de l'avoir. Et nous, on arrive avec la génération XY, là, dans nos petits sabots, et là, nous, on est plutôt la génération du vivre et du partage. Et en fait, s'il y a un moment où il y a un glissement, peut-être, je pense que, et Diogo, il est un peu plus spécialiste en la matière, grâce au numérique. En fait, s'il y a une modification du sens des relations, vous avez peut-être grandi dans un système très hiérarchique, avec un mode d'obéissance, une notion de respect des règles et de la hiérarchie très fort. Et aujourd'hui, ma génération, on attend beaucoup plus d'horizontalité et d'écoute. Donc ça veut dire qu'à un moment, et qu'en fait, nous, quand j'ai une question que je me pose, je vais peut-être aller checker par exemple sur Internet ou demander à mes pairs. Et la notion un peu descendante de j'ai le savoir et je vous le donne, moi-même en tant que professeur, je suis très challengée par ça, parce que je peux dire une énorme connerie au tableau et un élève peut sortir son portable en 2 secondes me dire mais madame, vous racontez n'importe quoi. Et donc la possession du savoir n'est plus uniquement entre les mains du patron, de la patronne, du prêtre, des professeurs, des personnes dans l'armée, des aînés. En fait, le savoir est beaucoup plus diffus, donc la relation s'horizontalise, et pour ça demande de fonctionner différemment. Ça demande aussi de prendre des risques, parce qu'effectivement, il y a encore cette notion d'abandonner le pouvoir, de changer de posture, de dire je vais me mettre à côté de toi, je suis peut-être ton PDG, ton N+26, toi, tu es fraîchement arrivé, on va se mettre autour de la table, on va réfléchir et travailler ensemble à l'avenir de l'entreprise. Il y a plein de formats aujourd'hui qui existent, de coopératives, des entreprises libérées, il y a plein de choses qui sont testées et ça marche en fait. Le seul problème, c'est que ça demande beaucoup de temps. C'est toujours risqué et que quand on change, on va perdre des gens, peut-être un peu d'argent, mais c'est aussi misé sur le long terme. Et c'est aussi ça, c'est pour créer une dimension d'écoute et de connaître, pour que la génération YZ écoute les attentes de la génération des baby boomers et des X, et inversement, il faut finalement se mettre autour de la table, une table ronde, revenir à, je sais pas, à la génération d'Arthur et Pendragon et discuter, quoi, tous ensemble, et voilà, un changement d'habitude et de manière de faire. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu as dit le savoir est plus distribué et le savoir fondant l'autorité. L'autorité serait moins fondée qu'il y a quelques décennies. Mais du coup, c'est quoi? On en parlait à midi, mais c'est-à-dire on est sur le principe anarchiste qui veut qu'il n'y a plus d'autorité ou d'hiérarchie, ou est-ce qu'il y a quand même encore une légitimité pour une autorité? Ça, c'est ma première question. Et je te donne la deuxième tout de suite. Tu as dit on est la génération du vivre et du partage. Et tu l'as inscrit dans le contexte où tu marquais une différence par rapport aux générations antérieures. D'où ma question, est-ce que les générations antérieures sont des générations qui n'ont pas vécu et qui n'ont pas partagé? Tu veux qu'on se fasse la guerre? Non. Alors, pour répondre plutôt à ta deuxième question, non, mais si je vais prendre une personne, on va dire qui est née entre les années 60 et 70. Ça veut dire que potentiellement, ses parents ont connu la guerre. Et donc, aussi derrière, donc la Seconde Guerre mondiale, et donc ils arrivent dans un monde où les choses sont à reconstruire, où on est en plein emploi, il y a très peu de chômage, on est sur une espèce de libération aussi totale des règles. Et ensuite, eux-mêmes font des enfants. Et on passe du coup, et la génération X, c'est la génération où du coup on consomme, il y a le plastique, il y a le pétrole, c'est la teuf, on prend l'avion, enfin c'est génial. Et la génération Y arrive derrière en disant elle n'a pas connu la guerre, elle arrive dans un monde d'abondance, mais comme elle commence à voir vraiment les conséquences de ces modes de vie, ça va pas.
Et donc il y a aussi, enfin, c'est plutôt dans ce sens-là. Et bon, il y a un titre, parce qu'on est très fort en titre dans le livre, si je peux me permettre de me survendre. C'est ne pas en vouloir aux boomers et autres dinosaures. Oui, c'est beaucoup d'autodérision, mais en fait, on a été éduqués et préparés à un monde qui n'existe pas encore. Moi, quand je suis sortie de l'école, j'étais préparée à un monde qui était il y a 10 ans, qui est radicalement différent de celui d'aujourd'hui, où on est à l'orée d'une 3e guerre mondiale, wouhou, et peut-être on est en train de rentrer dans l'ère des virus. Enfin, c'est pas des choses que j'avais imaginées. Donc voilà, c'était peut-être plus pour dire. Et aussi, pour la génération du vivre et du partage, c'est la génération, en tout cas ma génération, c'est je ne veux plus vivre pour mon travail ou travailler pour vivre. Enfin, je veux vivre pour moi, pour la planète, pour mes proches, pour ma famille. Mais l'engagement, du coup, ne va plus vers l'entreprise. Puisque l'entreprise n'est plus finalement tant que ça celui ou celle qui régule notre vie. Et donc la place de l'entreprise aussi a changé, elle a perdu en pouvoir. Et c'est vrai que ça change aussi la donne. Je sais plus le reste de la question. C'était la question de l'autorité. Qu'est-ce qui pourrait légitimer l'autorité aujourd'hui? Ou est-ce que, dans ce que vous voyez chez les jeunes, parce que tous les deux, vous êtes en contact, toi, avec cette communauté de 21 000 personnes, toi, avec tous les jeunes que vous formez, est-ce que vous sentez qu'il y a une remise en question ou une autre façon de concevoir l'autorité auquel ces générations-là aspirent? Ou est-ce que c'est une remise en question radicale? J'ai une mini-citation et après je laisse la parole à Diogo. J'ai tendance à monopoliser la parole quand j'ai le micro. Je suis une future reine du stand-up, une fois j'ai plus qu'à me lancer. Voilà, je viens de faire un bide. Mais je m'entraîne à faire des bides aussi, c'est pas mal. On avait Simone de Beauvoir qui disait « on ne naît pas femme, on le devient ». Et j'ai un doute là d'un coup, mais je crois que c'est ça. Quelque part, on peut dire aussi « on ne naît pas homme, on le devient ». Et on ne naît pas manager, on le devient. Et aujourd'hui, les titres Head Manager of Talent Specialist Recruitment, blablabla, ça ne veut plus rien dire. Et en fait, la légitimité, ce que je vois beaucoup autour de moi, parce que moi, je suis indépendante aujourd'hui, auto-entrepreneur, donc je ne baigne plus dans le milieu de l'entreprise, en tant que salarié. La légitimité s'acquiert. Elle n'est pas donnée d'office par les personnes que vous recrutez. En tout cas, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Donc, c'est pas parce que vous êtes N+35 ou PDG que vous avez forcément la confiance et le crédit de la personne que vous avez en face de vous. Et pour acquérir cette légitimité, il faut du temps, observer la compétence de la personne. Il faut se mettre en lien, il faut relationner avec la personne, il faut de l'écoute, du respect. Et ça, c'est des choses, dans n'importe quel contexte de la vie, dans un contexte amical, amoureux, n'importe lequel, ça prend du temps. Et donc déjà, pour cette question d'autorité, je dirais aussi créer des espaces pour se relier à nouveau. Le digital peut être autant un accélérateur pour se relier qu'un frein. Donc à voir aussi, peut-être que Diogo, toi, tu auras des solutions. Je te passe la balle. C'était pas court, désolé. C'était la question de l'autorité, c'est ça? La question de management de l'autorité. Si tu veux pas y répondre, j'en ai plein d'autres. Hein, alors, Alors, je pense que pour moi, l'autorité, alors en tout cas le management, il doit, là on parle de management horizontal. Ça ne veut pas dire que forcément tout le monde est d'accord. Ça ne veut pas dire que forcément qu'il n'y a pas de chef. Mais je crois que ça dépend aussi de l'ancienneté de la personne. En tout cas, si je peux donner un conseil, pour moi, c'est de mobiliser et associer au maximum au début. Au début, les 6 premiers mois, les 3 premiers mois, je pense que ça compte toujours. Parce que ça permet finalement de se faire une idée de l'entreprise. Et on peut beau dire que nous, on est comme ça, on fait ça, on fait ça. Je pense que les gens, ils cherchent aussi à vivre l'expérience, à se sentir valorisés, considérés. Et ça, je rejoins un peu ce qu'a dit tout à l'heure Justine. Je crois qu'aujourd'hui, l'information, elle est accessible à tout le monde, quoi. Donc du coup, là tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai retrouvé le nom de la personne. Et je me rappelle encore souvent en cours, le professeur aujourd'hui, quand il vient, faut bien être sûr de son coup, parce que si tu dis les choses, c'est facilement, en même temps, on vérifie. Et puis, du coup, les gens, ils ont l'impression qu'ils ont le pouvoir. Et je pense qu'aussi, ils ont le pouvoir. Parce que l'interactivité, finalement, c'est dire que avant les annonceurs sur Internet,
avant l'arrivée de l'interactivité, on met une information, c'était comme un magazine, un journal. Tu viens, tu regardes, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, ok. Mais avec la possibilité de pouvoir donner son avis, et du coup le pouvoir il a changé de camp. Parce que maintenant c'est plus celui qui donne l'information qui a forcément tout le pouvoir, mais celui aussi qui l'apprécie. Et on peut l'apprécier négativement ou positivement. Moi je crois qu'il faut associer les gens vraiment au début et manager par projet. Et surtout le projet bien défini dans le temps, pas un temps long. Je pense que c'est beaucoup plus efficace. Dire que voilà, pendant 6 mois tu vas travailler sur ça. Avant de donner la tâche, associer à la personne, qu'est-ce que tu penses? Moi je le pense comme ça. Qu'est-ce que toi tu penses? Comment on peut le faire? Réfléchis. Au lieu de dire, tu as dit tout à l'heure, là, quand on mangeait tout à l'heure, au lieu de dire que voici une tâche faite là, pendant 2 jours, voici ce qu'il a à faire. Tu penses combien de temps tu as besoin pour le faire? Souvent, on dit oui, moi j'ai besoin de 2 jours. En tout cas, moi c'est comme ça fonctionne avec moi, avec les jeunes que j'ai, parce qu'on en a de tous les quartiers, de tous les horizons. Et souvent, quand on assume la personne, c'est pas sûr à 100% que ça va fonctionner, mais il y a quand même toutes les chances que ça fonctionne, dans la mesure où le jeune arrive à déceler la bienveillance derrière. Oui, parce que je ne sais plus si tu as insisté beaucoup au début, mais vous travaillez avec des jeunes de quartier, beaucoup. Oui, on a commencé par des jeunes de quartier. Ouais. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on a encore beaucoup de questions. Donc je vais vous en poser plusieurs. Alors, on a des remarques du type on a besoin des jeunes, mais on ne sait pas comment créer les conditions favorables pour retrouver la confiance. Et à côté de ça, on a d'autres remarques, peut-être plus agacées ou plus, on va dire, interrogatives, qui nous disent est-ce que les jeunes ne sont pas, au fond, un petit peu trop individualistes, trop à tourner autour de leur nombril, pessimistes même, résignés, et c'est peut-être aussi une différence par rapport aux générations X qui ont connu toutes les 30 glorieuses, qui étaient une génération optimiste, et on le voit dans les enquêtes. Et une autre remarque, c'est est-ce que vous n'êtes pas trop émotif? Allez-y. Individualiste, je vous jette tout. Individualiste, je crois oui. Parce que je crois qu'ils viennent de nous traiter d'individualistes, en fait. Là. Comment? Oui, je crois qu'il y a quand même cette tendance à toujours penser, ces jeux-là, souvent, c'est moi qui compte, pas forcément l'autre. Et je crois que c'est le contexte aussi qui fait ça. Et émotif. Individualiste, pessimiste. Pessimiste, avec tout ce qui se passe, avec toutes les infos qu'on a. Parce qu'avant, il fallait aller à la télé. Maintenant, la télé, elle nous suit partout. Et donc, du coup, le matin, quand tu ouvres les infos, tu vois bien ce que tu vois. J'ai entendu ce matin un journaliste dire que dans les 30 prochaines années, en gros, la crise du carburant va être multipliée, je crois, par 4 ou 5. Alors, ça, c'est une bonne info de matin. Et du coup, je pense que pessimiste, on a toutes les raisons d'être pessimiste, je pense. Après, tu peux préciser ce point? On a toutes les raisons d'être pessimiste? Moi, je pense qu'on a toutes les raisons d'être pessimiste à l'ère actuelle où on a. Parce que y a une grosse transition, l'environnement, l'économie, maintenant la guerre. On nous parle même des bombes nucléaires. Alors, j'espère que c'est des mots, mais bon. Ce qui reste clair, je pense qu'aujourd'hui, à l'état actuel des choses, je pense que le fait qu'il y a assez d'informations, il y a beaucoup d'informations, on sait tout ce qui se passe dans le monde entier, en même temps, instantanément, on a tendance à croire qu'il y a beaucoup plus d'événements malheureux, mais je ne pense pas qu'il y en a beaucoup plus. Je pense qu'on en a beaucoup plus maintenant écho qu'avant. Du coup, ça donne pas... Après, ça reste toujours des possibilités. Mais en même temps, parallèlement à ça, avec toutes les initiatives, parce qu'on ne parle pas aussi de ça, des initiatives positives qui se font à côté, on voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui se battent. Et voilà, on verra dans les 10-15 ans qu'est-ce qui va se passer. Personnellement, je suis optimiste personnellement. Mais je vois les jeunes que je vois, je sais qu'ils sont pessimistes. Je prends juste la parole pour... parce que... Oui. Attends, est-ce que je peux juste... Parce que je vais oublier la question si tu en ajoutes une autre. Merci. Elle a bondi un peu, j'ai vu. Je vais prêcher pour ma paroisse. Je me sens pas pessimiste, je me sens réaliste.
mais c'est une question de point de vue, hein, mais je fais partie des personnes qui sont éco-anxieuses. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, parce que j'étais là, non, pour moi, oui, j'ai conscience qu'il y a un effondrement climatique, écologique, animal, enfin tout ça, mais je ne suis pas déprimée dans ma chambre à me rouler en boule et à manger du popcorn en regardant Netflix 24 heures sur 24. Donc, et en fait, il y a plusieurs manières d'être éco-anxieux. Il y a la partie je déprime, et je baisse les bras, et je suis très pessimiste. Il y a la partie j'apprends à faire du feu avec des silex et je vais vivre dans le Larzac et élever des carottes et tout seul, coupé de toute société. Expérience vécue, intéressant, ça m'intéresserait. Et il y a la troisième partie qui est la partie hyperactivité, qui est mon cas. Et, je vous parle aussi de mon cas de figure. Je me suis fracturé le péroné il y a très peu de temps et il y a 2 semaines j'étais encore en plâtre. Et je me suis retrouvée à ne plus pouvoir être hyperactive et c'était extrêmement douloureux. Et donc, pour vous dire, du coup, pour venir, en fait, pour moi, je pense pas être pessimiste. Je suis plutôt optimiste, même résiliente au vu de ce qui m'attend. J'ai 30 ans. Peut-être qu'un jour, j'aimerais avoir des enfants, faire des enfants, ou en adopter. Je sais pas si aujourd'hui, j'ai envie d'amener un enfant dans ce monde-là. C'est des vraies questions que je me pose. Et puis une dernière chose, j'essaye de garder le fil, mais c'est aussi... Non, moi je sais plus, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Allez, tiens, je te donne la parole. Alors, ConnexMe est devenue une plateforme de débat. Et c'est très marrant. Alors, il y a... ce que je voulais partager, j'ai trouvé... très drôle ce qu'a dit Timothée, que je retrouve. Attendez, tellement il y en a. Jésus, attendez. Vous l'avez trouvé ? Jésus a dit. Alors, oh là là. Alors, Jésus-Christ. C'est... Ah oui, quelqu'un peut le... Je crois que je l'ai perdu. 15h12. 15h12. Il y a autant que ça. Ah oui, il y en a beaucoup là. Attendez. On va t'aider là. Mais elle a disparu, Jésus. Jésus a disparu. Est-ce que vous pouvez nous aider à le retrouver ? Jésus a disparu. Non, Jésus est-il de la génération Z ? Engagement court, 3 ans, trop des relations, bousculant les autorités en place, plein d'amour à donner, attaché à ses amis. Ouais. Jésus était peut-être de la génération Z. Ou X, hein. Et la question c'est, après la génération Z, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est la génération A ? Donc, est-ce la génération de l'amour ? Oui. Oui, moi je veux juste répondre. Oui, absolument. Oui, trop émotif, et ça va faire le lien à ça. Émotion, c'est, si on relie au latin, c'est emovere, c'est ce qui nous met en action. On est émotif parce qu'on ressent très fort tout ce qui se passe autour de nous. Peut-être que j'ai fait 3 ans de latin, donc voilà, par exemple, là vous avez le pouvoir, avec votre portable, de dire Justine, tu dis vraiment des conneries, arrête de faire semblant de se parler latin. Et donc, pour moi, la sensation, c'est plus une intuition que j'ai aujourd'hui, c'est que après la génération Z, il va y avoir la génération du lien, la reliance à l'autre, au vivant, et du coup, j'ai envie d'œuvrer aujourd'hui pour travailler sur ce qui nous lie, créer des ponts. Je suis un peu dans le BTP, mais de l'humain, on va dire. Et merci d'avoir ri, Hugo. Et ouais, c'est pour moi la génération qui vient, c'est une génération qui va vouloir s'hyper relier dans un monde où effectivement on est une génération très narcissique, ça c'est vrai. Mais moi en tout cas j'ai une attente, j'ai besoin de me relier aux autres, celles avec qui je travaille. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plus envie de travailler avec des gens si je peux pas me relier vraiment à elles et eux, si je peux pas prendre un café avec elles et eux, si je peux pas les regarder dans les yeux. Je donne des cours parfois en visio et je vous jure, sans mentir, j'ai donné 2 fois 3 heures de cours en français et en anglais là, ces 2 dernières semaines à des étudiants en visio. C'est très compliqué.
au bout des 3 heures, j'ai tout donné. Hein. J'ai fait un maximum de blagues. Quand on rentre dans une salle, qu'il n'y a aucun étudiant, toutes les caméras sont éteintes, on fait bon bah je vais débuter la séance de spiritisme, je vais toquer 3 fois et si vous êtes là, répondez-moi. Enfin, j'ai chanté Adele, Hello, it's me. Enfin, j'ai tout tenté. Mais en fait, je terminais ces 3 heures en larmes, vraiment, parce que je donne énormément d'énergie pour des gens et en face, je n'ai aucun retour. Et moi, j'ai un vrai besoin de lien. Et ce que je vois aujourd'hui avec les paumés, quand on organise des apéros paumés, des rencontres entre personnes pour dire bah, dans quoi tu te sens paumé, sur quoi tu te poses des questions aujourd'hui, bah, on voit qu'ils ont avant tout un besoin d'être reconnus, d'être vus dans ce qu'ils ressentent. Il y a ce besoin de lien qui est partout. Et moi, je mets ma main coupée, ma main gauche, comme je suis droitière, comme ça, je ne perdrai pas tout, mais que ça sera vraiment la génération du lien. Du coup, la génération L, je ne sais pas. Alors, 2 petites questions pour finir. Il y a pas mal de remarques sur la question de la place de la spiritualité dans la génération Z. On sait, les travaux de Jérôme Fourquet notamment, montrent qu'il y a quand même eu un déclin très fort de la pratique religieuse dans notre pays sur les 40 dernières années. Pas que, mais vraiment très très accentué sur les dernières décennies. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'avenir du mouvement. Donc on a besoin d'espoir aussi. Et donc la question c'est, dans ce que vous voyez, ou même vous dans votre vie personnelle, quelle place a la spiritualité pour les gens de votre génération? Et le rapport à Dieu, la spiritualité et le rapport à Dieu, évidemment. Peut-être Joko d'abord. Oui. Alors la place de Dieu, alors je pense que c'est une place fondamentale pour ceux qui sont déjà convaincus. Je pense que il est difficile de parler parfois de religion en entreprise. Ça dépend vraiment de chaque entreprise. Mais je crois que en tant que dirigeant, en tout cas, l'idée c'est de ne pas forcément parler, mais c'est d'agir de telle sorte que les gens se posent des questions, se disent mais oui, lui il est différent. Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il est si bienveillant? Pourquoi il est si gentil? Si entre-temps on arrive à avoir, enfin moi je dis ce que je fais, hein. Si entre-temps on arrive à avoir un échange basé sur ça, c'est pour moi un meilleur moyen justement de pouvoir encore parler avec la personne d'autres choses que de la formation, que de l'entrepreneuriat, etc. Et au début je mettais une petite Bible comme ça dans mon bureau, juste devant, comme ça, que je ne touchais jamais. Tous ceux qui rentraient, ils la voyaient quand même. Et du coup c'était... parce qu'on est dans un pays laïque, donc voilà, je pense qu'il faut trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre. Quand le terrain, quand vraiment il y a un environnement, un contexte qui permet d'en parler, moi je suis volontiers pour échanger, discuter, parce que pour moi c'est fondamental. Et je crois que sans ça, je n'aurais pas vraiment de motivation pour aller tous les matins travailler. Parce que ce que j'ai découvert... avec le Christ, c'est ça en fait. C'est lui qui veut gouverner tout le monde. C'est lui qui veut être chef, qui se met au service de tout le monde. Donc pour nous, l'idée toujours, accompagner les jeunes, aider, donner la possibilité à ceux qui n'ont pas eu la possibilité que nous on a eu de pouvoir s'épanouir indépendamment que la personne soit chrétienne ou pas. Si elle n'est pas fermée pour parler de religion, bah, ça veut dire que c'est le plus. Mais qu'elle soit chrétienne ou pas, pour moi, c'est l'attitude du chrétien et qui compte. Alors maintenant que ça peut être un jeune de Z ou d'Y, et c'est plutôt, à mon avis, la personne qui compte le plus. Alors, moi, pour parler d'où je suis aussi, j'étais un peu gênée en rentrant parce que je ne suis pas baptisée. Et j'ai grandi dans une culture chrétienne catholique, mais je ne suis pas croyante. En fait, je suis athée. Mais pour moi, la spiritualité a une place tout de même essentielle dans mon activité professionnelle et personnelle. Je ressens beaucoup de choses, d'énergie, avec le vivant, avec les gens. Et en fait, je crois que je crois aussi encore une fois en ce qui nous relie. Et je reprends l'expérience dans une précédente expérience professionnelle, j'ai animé un atelier sur le café lors des universités d'été du Secours catholique avec Young Caritas
à Saint-Malo. C'était en 2018. Et du coup, je me retrouvais entourée de gens qui étaient soit musulmans, bouddhistes, catholiques ou athées. Et effectivement, là, j'ai ressenti, en fait, ce que j'ai ressenti, c'était de l'amour les uns pour les autres, enfin, une envie d'aller vers l'autre. Et j'ai même pu assister, j'ai eu la chance d'assister à une prière musulmane, et c'était qui a été décryptée en fait en live par quelqu'un qui expliquait ce que voulait dire la prière. Enfin, et c'était un grand moment même j'en ai des frissons là. C'est un grand moment vraiment d'amour et de connexion aux autres. Et pour moi, la religion, elle doit, je parle aussi de l'extérieur, mais avoir ce rôle-là. La spiritualité, c'est aussi un moyen d'être présent à l'autre, donc cultiver la pleine présence, cultiver l'écoute, cultiver la joie. Moi, je parle dans Va te faire vivre, on parle de se faire kiffer, de se faire plaisir aussi dans le travail. La notion de plaisir et de joie, elle doit être très très forte pour moi. Et oui, c'est la religion, c'est aussi un socle de valeurs pour moi. Et il y a énormément de valeurs que je partage avec la plupart d'entre vous, je pense ici, autour de l'amour, de la reliance, de l'écoute, du partage, de la générosité. Et ça, c'est des choses, je pense, qui sont universelles, quel que soit le titre qu'on met en haut, musulman, juif, ou catholique ou athée. Et je pense que ça, c'est peut-être qu'on devrait mettre un peu plus sur la table les sujets de l'émotion et des valeurs. Faire la place aux trop émotifs et aussi aux religions, et effectivement rouvrir des tables de discussion comme ça. Okay. Oui, dernière question, et puis après on s'arrêtera là. Juste pour te dire, il y a eu beaucoup de likes pour le commentaire de Mathieu. Justine, Jésus t'aime. Merci Mathieu. Alors pour conclure, comment on opère la réconciliation entre cette génération Z et les plus anciennes? Est-ce qu'il y a une sortie par le haut, par le dialogue, où chacun fait un pas vers l'autre, dans l'écoute et la confiance? Est-ce qu'il faut juste simplement faire preuve de patience? C'est-à-dire, vous attendez que les dinosaures sortent du théâtre? Ou à l'inverse, est-ce que les plus anciens doivent être patients pour que vous preniez un peu de plomb dans la tête? C'est quoi l'issue potentielle? Et on terminera avec cette question. Okay. Je vous laisse le mot de la fin. En fait, le fait de dire qu'il y a besoin de réconciliation, c'est que peut-être qu'il y a eu un conflit ou en tout cas un décalage entre les attentes. Et j'ai pas de solution magique, malheureusement, mais peut-être de se mettre au même niveau les uns les autres. Encore une fois, essayer de fonctionner de manière plus horizontale. Après, c'est pas forcément évident. Donc, pour parler de solutions concrètes, maintenant qu'on s'est dit tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut laisser la place à la curiosité, mais vraiment maximiser des espaces de dialogue. Et peut-être aussi, moi je vois trois manières d'agir. Voilà. La première, c'est de s'inspirer. Donc trouver des modèles autour de vous, que ce soit des modèles d'entreprise qui soient de la même taille ou un peu le même cœur d'activité, des associations ou des personnes qui ont fait le pas juste après, qui sont un peu plus sur la marche au-dessus dans l'escalier, et qui vous inspireront et qui vous donneront des clés concrètes. Parce que là on n'a pas non plus tant que ça de clés sous la main aujourd'hui. La deuxième, c'est de s'entourer. Pour moi, s'entourer de personnes qui sont dans la même démarche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, par exemple. Et la dernière chose, c'est de se faire accompagner. Et ça, je pense vraiment que pour renouer le dialogue, parfois, il faut aussi un ou une thérapeute de couple, tout simplement. Et donc, d'avoir des personnes qui accompagnent dans le changement d'échelle, dans un fonctionnement plus horizontal, plus collaboratif. Après, moi, je peux vous nommer, par exemple, il y a une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Fly the Nest, qui accompagne dans le changement, etc. Enfin, il y a plein de structures qui accompagnent. Et après, dans tous les cas, sinon, continuer de se cultiver pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces énergumènes YZW hashtag. Et dire, dans ce cas-là, ça va être aller sur des sites comme Welcome to the Jungle. Il faut conclure. Bref, j'ai plein de ressources, je les donnerai à quelqu'un qui vous les enverra. Voilà. Alors, moi, je vais être rapide. Alors, ce que je vais dire, je pense que pour moi, c'est déjà les aînés doivent accepter le fait qu'aujourd'hui, les gens aiment bouger. C'est pas parce qu'un jeune n'est pas resté que c'est forcément un échec, quoi. Les gens, le monde maintenant est ouvert.
Les gens, ils veulent changer. Surtout quand on a 20 ans, on a envie quand même de découvrir le monde. Voilà, ça en fait. Je pense que ça a été juste amplifié, mais à mon avis, ça a toujours existé. Deuxièmement, je pense qu'aussi, il faut faire confiance, donner le maximum de cadres et en amont, créer vraiment cette relation de confiance. Et puis, et surtout aussi, si on a les moyens de les payer quoi. Parce que parfois on oublie des choses, mais c'est important. Il y a parfois sur une alternance coûte 800 € par mois pour l'étude de jeune et tout ça. Si vous pouvez le mettre à 1000 €, pourquoi pas, 200 €, ça permet quand même de donner des preuves que voilà, nous on veut que tu t'épanouis ici. Et après, maintenant, je pense qu'il faut aussi travailler la raison d'être, en tout cas de l'entreprise. Pourquoi vous vous levez tous les matins pour venir travailler ici? Faut donner une raison d'être. Ça peut pas forcément environnemental. Ça peut être même au niveau de la valorisation interne des ressources. C'est aussi important. Je pense que si on a ces éléments comme ça et on se donne voilà, les moyens, il y en aura qui vont rester. Peut-être tout le monde ne restera pas, mais il y en aura qui vont forcément rester parce que ça existe. Ça existe tous les jours. Moi, j'en vois tous les jours. Les alternants qui restent malgré tout. Et au début, ça ne passe pas bien. Après, il reste quand même. Il est épanoui. Mais je pense qu'il faut vraiment, comme on a dit, les jeunes ont besoin des aînés. Donc, les aînés doivent prendre un peu de recul et essayer d'aider, d'accompagner. Derrière, accompagner le maximum pour que le jeune puisse vraiment se mettre dans l'entreprise, quoi. Se mettre vraiment dans la prédisposition mentale, de se dire que voilà, je suis bien accueilli ici, c'est intéressant ce qu'on fait, voilà, j'ai un avenir ici. Après, je pense que ça peut passer. Merci beaucoup. Merci. Pour toi.